Une nuit calme, presque trop calme, règne dans le grand manoir royal. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais derrière ces murs élégants, quelque chose d'horrible s'apprête à se dérouler. La nuit s'écoulait paisiblement, presque de manière inquiétante, dans le grand manoir royal. Tout paraissait sans défaut. Des fenêtres étincelantes, des sols immaculés, un luxe que la plupart des gens ne font qu'imaginer. Pour le monde extérieur, Mike et Suzanne formaient le couple parfait menant une vie enviable. Mais derrière ces murs élégants, quelque chose d'horrible allait se produire. Un peu après minuit, un appel au 911 vint briser la quiétude. Mike, la voix tremblante, signala qu'un intrus masqué avait pénétré chez eux et avait agressé sa femme et lui. Policiers et secours se précipitèrent vers le manoir, pour découvrir une scène bien différente de ce à quoi ils s'attendaient. L'intérieur était en chaos. Du sang sur le sol, des meubles renversés, des signes évidents d'une lutte brutale. Pourtant, quelque chose clochait dans cette scène. Aucune porte ou fenêtre ne montrait de traces d'effraction, et la vidéosurveillance contenait des trous inexpliqués. Ce qui avait commencé comme une simple histoire d'intrusion se transforma rapidement en une affaire bien plus complexe. Que s'était-il réellement passé cette nuit-là? Qui disait la vérité? Et quel secret était enterré dans les murs du manoir royal? Michael Royce et son épouse Suzanne semblaient incarner la perfection, du moins vue de l'extérieur. Célèbres pour leur train de vie fastueux, on les voyait souvent dans les restaurants chics ou en vacances dans des lieux luxueux, projetant l'image d'un couple impeccable. Leur vaste domaine dans la communauté huppée de Naplesville, en Floride, renforçait cette image, entourée de jardins soignés, d'une piscine étincelante. L'intérieur, au design moderne et lisse, reflétait parfaitement l'image qu'ils offraient au monde. Michael, millionnaire self-made, semblait transformer chaque entreprise en succès, et Suzanne apparaissait comme le joyau éclatant de ses réalisations. Mais sous l'apparence brillante de leur mariage se cachaient des fissures que personne ne pouvait voir. Avant Suzanne, il y avait Dee Hoffman, le premier amour de Michael. Ils s'étaient rencontrés à l'université de Floride, où Michael traçait déjà son chemin ambitieux vers le succès. Leur relation devint un mariage qui dura 25 ans. Dee décrivait souvent Michael comme doux et fiable, un homme qui ne haussait jamais la voix, encore moins la main. Mais son acharnement à réussir les USA lentement. Des voyages d'affaires incessants et de longues périodes d'absence tendirent le mariage jusqu'à ce qu'il se dissolve discrètement par un divorce en 2005. Peu après, la vie de Michael bascula à nouveau lorsqu'il rencontra Suzanne, une infirmière de 38 ans, sur un site de rencontre en ligne. Avec son esprit vif et son enthousiasme communicatif, Suzanne attira Michael presque immédiatement. Leur romance rapide se conclut par son emménagement dans sa maison, prenant la place de la vie qu'il avait laissée derrière lui. En août 2007, ils étaient mariés et le manoir devint le décor de leur nouveau départ. Suzanne, qui avait quitté sa carrière d'infirmière en soins palliatifs pour gérer le foyer, était connue pour sa personnalité audacieuse et affirmée. Elle exerçait une influence considérable sur les choix de Michael, et sa nature autoritaire dictait souvent le cours de leur vie. Voulant rester près d'elle, Michael réduisit même ses activités professionnelles plus larges, rachetant une clinique dentaire et réduisant ses déplacements. Pourtant, malgré ces sacrifices, les tensions entre eux ne firent que s'aggraver. Ceux qui les connaissaient bien remarquaient des frictions grandissantes, surtout concernant la relation tendue entre Suzanne et les filles de Michael. La relation de Suzanne avec Caroline, la fille aînée de Michael, était particulièrement difficile. Les conflits s'intensifièrent lorsque Suzanne accusait Michael de placer Caroline avant leur mariage, tandis que Caroline avait le sentiment que Suzanne la poussait hors de la vie de son père. Caroline pointait aussi fréquemment l'habitude de Suzanne de boire beaucoup, bien que celle-ci en montrât rarement les effets visibles. En 2015, le mariage autrefois idyllique commençait clairement à se fissurer. Le point de rupture arriva en 2017, lorsque Caroline commença à planifier son mariage. Michael, déterminé à offrir une célébration parfaite à sa fille, mit de côté $100 000 pour l'événement, et Suzanne suivit à contre-cœur. Mais alors que les coûts dépassaient les $250 000, le mariage devint le point de convergence des tensions familiales latentes. Les dépenses galopantes révélèrent au grand jour le ressentiment profond entre Michael et Suzanne, poussant leur mariage déjà tendu à ses limites. Elle explosa de colère, lançant un téléphone sur Michael et le frappant. Mais dans un revirement inattendu, ce fut Suzanne qui appela la police après l'incident. Était-ce pour orienter le récit en sa faveur? Les événements ne se déroulèrent pas comme elle semblait s'y attendre. Lorsque les policiers arrivèrent au manoir, ils trouvèrent des preuves évidentes de conflit,
un téléphone cassé au sol, des meubles renversés, et une tension palpable dans l'air. Suzanne, éperdue et confuse, donna une explication décousue de la confrontation, tandis que Michael, secoué et tendu, rapporta sa version. Les policiers finirent par conseiller à Suzanne de quitter la maison quelque temps pour apaiser la situation. 3 semaines après le mariage, Michael se confia à Caroline sur ce qu'il endurait avec Suzanne, révélant quelque chose d'alarmant. Il avoua que Suzanne l'avait physiquement agressé à plusieurs reprises, et Caroline le crut sans hésiter. Au mariage, elle avait vu une légère marque pâle sur sa joue, mais n'avait pas posé de questions. Maintenant, Michael lui montra des photos de ses blessures, preuve d'un épisode violent où Suzanne l'avait attaqué avec un couteau. Cet incident avait conduit à son arrestation. Mais la question persistait, s'agissait-il d'une explosion ponctuelle ou d'une partie d'un schéma plus profond de chaos caché au sein de leur mariage? Suzanne accepta de partir, mais ne le fit jamais vraiment. Au lieu de cela, elle resta, tentant de persuader Michael de donner une nouvelle chance à leur relation. Plus tard ce soir-là, Michael choisit de l'emmener dîner, espérant combler le fossé grandissant entre eux. L'éclairage doux du restaurant, la lueur chaude des bougies et le son apaisant de l'eau contrastaient violemment avec la tension qui couvait sous la surface. Michael avait imaginé une soirée tranquille, un moment pour se reconnecter et retrouver la paix, mais l'expression glaciale et les remarques cinglantes de Suzanne étouffèrent rapidement toute chance de réconciliation. Leur discussion dégénéra en les mêmes arguments éculés, son amertume concernant le mariage, des accusations de déloyauté, et son insistance qu'il se consacre entièrement à elle. La soirée sombra dans la frustration. Michael, épuisé et découragé, jeta des billets sur la table et sortit, laissant Suzanne seule, fixant le vide tandis qu'elle ressassait leur dispute. Tentant de reprendre le contrôle, elle lui envoya un message cinglant, « Bonne chance avec ta fille. Je demande le divorce. » Puis un autre, quelques instants plus tard, « Tu as de sérieux problèmes avec ta fille. Je ne tolérerai pas ce comportement. » De retour dans la chambre d'amis de leur manoir, elle s'assit, le poids de la nuit pesant sur elle. Un peu après minuit, Michael se présenta à la porte. Son expression était déformée par la colère et l'angoisse. Leur dispute reprit de plus belle, escaladant plus violemment que jamais. Puis Suzanne ressentit une douleur brûlante soudaine dans l'abdomen et réalisa, horrifiée, que Michael avait un couteau à la main. La panique la submergea lorsqu'il frappa à nouveau, le sang coulant sur son bras. Le conflit avait franchi la ligne. Ce n'était plus une dispute, mais une lutte désespérée pour rester en vie. Même blessée, l'instinct de survie de Suzanne la poussa à agir. Les dents serrées et la peur montante, elle chuchota une tentative pour le calmer, « D'accord, je ne demanderai pas le divorce. Je ne te quitterai pas », ces mots le firent hésiter. Sa prise sur le couteau se relâcha, et la frénésie dans ses yeux s'atténua un instant, laissant entrevoir la fugace ombre de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. À cet instant, tout sembla basculer. Mais pour Suzanne, cela ne fit que confirmer combien leur mariage s'était tragiquement défait. Après cette rencontre terrifiante, Michael sembla sombrer dans la panique. Il cacha rapidement le couteau, attrapa quelques affaires, et se mit à tisser une nouvelle histoire. C'était un inconnu, dit-il à Suzanne, d'une voix tremblante mais insistante. Quelqu'un avec un masque. Dis juste ça et tout ira bien. Épuisée et effrayée, Suzanne hocha la tête, sentant qu'elle n'avait pas d'autre choix sur le moment. Mais une fois à l'hôpital, elle ne put plus se taire. Alors que les médecins soignaient ses blessures, elle raconta sa version des faits à quiconque voulait bien l'entendre. Infirmière, enquêteur, quiconque était à portée de voix. Les heures suivantes devinrent un tourbillon d'interrogatoires de police, d'appels téléphoniques urgents et d'échanges tendus dans les couloirs de l'hôpital. Pendant ce temps, Michael s'efforçait de contrôler le récit, répétant avec constance l'histoire de l'intrus masqué et allant jusqu'à effacer des segments de la vidéosurveillance, espérant effacer toute trace de la vérité. Lorsque la police retourna au manoir, elle releva rapidement des incohérences dans le récit de Michael. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune serrure forcée, aucune vitre brisée. Les contradictions s'accumulaient, mais Michael, toujours prompt à réagir, s'adapta à la volée. Peut-être que les portes étaient déverrouillées, suggéra-t-il. Quelqu'un a pu se glisser à l'intérieur pendant que nous dormions. Son ton calme et assuré rendait l'histoire presque plausible, mais les enquêteurs obtinrent bientôt les images de surveillance du restaurant où Michael et Suzanne avaient dîné plus tôt ce soir-là. La vidéo les montrait partant séparément, visiblement contrariés, et rentrant chez eux sans se parler.
Un contraste saisissant avec la version de Michael. Les soupçons s'intensifièrent, et l'affaire prit un tour dramatique lorsque Michael fut arrêté. Son premier appel fut pour sa fille, Caroline. Sa voix était calme mais pressante. « Caroline, je n'ai rien fait, supplia-t-il. Appelle mon avocat. Fais-moi sortir d'ici. » Caroline, sa plus fidèle soutien, fut soudain prise dans un dilemme déchirant. Comment concilier le père qu'elle adorait avec l'homme accusé d'un acte aussi sombre et terrifiant? La nouvelle de l'arrestation de Michael se répandit comme une traînée de poudre, secouant ses cercles sociaux et laissant ses connaissances sous le choc. Dee, son ex-épouse de 25 ans, était stupéfaite. « Michael a toujours été doux, toujours gentil, dit-elle. Je ne peux pas croire qu'il ait pu faire une chose pareille. » Ses amis le décrivirent comme équilibré et rationnel, même sous pression. Pourtant, l'accusation présenta une réalité bien plus dure, dépeignant un homme très différent de celui qu'il pensait connaître. Un homme habitué à contrôler, qui, selon l'accusation, s'était effondré à la simple idée de perdre ce contrôle. Ils soutinrent que la peur du divorce et des répercussions financières potentielles avait poussé Michael à un acte calculé et désespéré. La possibilité que Suzanne réclame la moitié de ses biens, affirmèrent-ils, l'avait poussé à bout, aboutissant à l'affrontement violent. De son côté, l'équipe de la défense de Michael chercha à présenter l'incident comme un tragique accident. Ils insistèrent sur le fait que l'histoire de l'intrus avait été inventée dans un moment de panique et soutinrent que Michael n'avait jamais eu l'intention de blesser Suzanne. Lors de sa première comparution en cour en février, Michael présenta sa version. Il reconnut la dispute au restaurant et l'escalade des tensions à la maison, mais maintint que plus tard dans la nuit, il s'était rendu dans la chambre d'amis pour se réconcilier avec Suzanne, et ne l'avait trouvée qu'en détresse, un couteau à la main. Michael raconta une lutte pour lui prendre le couteau, prétendant qu'il avait frôlé son abdomen accidentellement et qu'il ne s'agissait jamais d'une attaque. Pourtant, son récit était criblé d'incohérences. Il affirma même qu'après l'incident, le couple s'était calmement assis sur le lit pour discuter de projets de voyage et de leur avenir, comme si de rien n'était. L'idée de parler de vacances alors que l'une des deux saignait de blessures graves manquait cruellement de crédibilité. Les enquêteurs découvrirent des preuves encore plus accablantes. Du sang non seulement sur le lit, mais aussi étalé sur les murs, le sol, et même le miroir de la salle de bain. Ces détails terrifiants dépeignaient une image bien plus violente et sinistre que la version d'une simple lutte accidentelle de Michael. Au fil du procès, il devint évident que son récit soigneusement construit se délitait. La persona calme et composée que Michael avait cultivée pendant des années s'effilochait, révélant un côté bien plus sombre. La vérité de cette nuit restait enlisée dans des récits contradictoires. Mais une chose était indéniable, la vie de Michael ne serait plus jamais la même. À chaque nouvelle révélation, la tension montait dans la salle d'audience, signalant que l'histoire était bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Durant son témoignage, Michael relata un moment choquant de cette nuit. Il dit que leur chien avait sauté sur le lit, le distrayant momentanément, permettant à Suzanne de saisir à nouveau le couteau et de se taillader les poignets. Selon Michael, elle sanglotait, terrifiée à l'idée d'aller en prison et ne sachant quoi faire. Cette affirmation était dramatique et glaçante, ajoutant une nouvelle couche au chaos de la nuit. Alors que le procès avançait, distinguer la vérité du mensonge devenait de plus en plus difficile. Anticipant que la police finirait par découvrir des éléments de la vraie histoire, Michael prétendit avoir éteint les caméras de surveillance pour se protéger de fausses accusations. Peu après, il appela les services d'urgence, échafaudant l'histoire de l'intrus masqué. Pourtant, le récit fragile qu'il avait construit commença rapidement à se défaire sous le feu des questions. Les enquêteurs parvinrent à récupérer des extraits partiels de la vidéosurveillance du manoir, malgré les tentatives d'effacement de Michael. Les séquences révélaient une atmosphère tendue et crispée entre Michael et Suzanne dans les heures précédant l'agression, jetant un sérieux doute sur sa version des faits. Les experts médicaux minèrent encore davantage son compte-rendu, confirmant que les blessures de Suzanne étaient délibérées et précises, indicatives d'une attaque intentionnelle plutôt que d'une lutte accidentelle. Dans la salle d'audience, la défense dépeignit Michael comme un homme piégé dans un mariage toxique. Ils présentèrent des preuves de l'agressivité supposée de Suzanne, y compris des arrestations antérieures pour comportements violents et des messages menaçants qu'elle lui avait envoyés. L'un de ces textos disait « Tu regretteras le jour où tu m'as trahi ». Ils évoquèrent aussi des messages que Michael avait postés sur des forums en ligne, décrivant son mariage comme un champ de bataille constant. Dans ces posts,
il se plaignait d'accusations incessantes d'infidélité et des exigences de Suzanne qu'il rompe les liens avec sa fille Caroline. La défense chercha à présenter Suzanne comme instable, suggérant que son comportement erratique et ses potentielles automutilations auraient pu la pousser à mettre en scène l'agression. Mais les avocats de Suzanne répliquèrent par des questions ciblées. Si Michael craignait réellement pour sa sécurité, pourquoi n'avait-il pas quitté la relation? Pourquoi maintenir l'illusion d'un mariage heureux? Et, point crucial, pourquoi inventer l'histoire de l'intrus masqué? Le procès atteignit un tournant lorsque les avocats de Michael firent venir un expert en médecine légale pour examiner les traces de projection de sang. L'expert témoigna que le motif suggérait que les blessures de Suzanne s'étaient produites vers 3 heures du matin, semblant étayer l'affirmation de Michael selon laquelle elles étaient survenues juste avant l'arrivée des secours. Suzanne, cependant, maintenait que l'attaque avait eu lieu vers minuit alors qu'elle dormait, et que Michael avait frappé le premier. Le témoignage médical confirma que ces blessures mettaient sa vie en danger et qu'elle aurait pu succomber à une perte de sang en moins d'une heure sans soins immédiats. La défense de Michael argumenta que cela soutenait son récit, affirmant que Suzanne avait survécu parce qu'il avait appelé à l'aide rapidement. Pourtant, la défense commença à s'effondrer lorsque la fiabilité de leur expert légiste fut sérieusement remise en question. Il fut révélé que cet expert avait un passé profondément troublant. Sa licence avait été suspendue pour violation déontologique et il avait été lié à une affaire horrible impliquant le vol d'organes sur des personnes décédées. La police avait trouvé une collection macabre de cœurs, de cerveaux et d'autres organes stockés dans son réfrigérateur. Cette révélation porta un coup sévère à sa crédibilité et fut un revers majeur pour la défense de Michael. Saisissant l'occasion, les avocats de Suzanne soutinrent que les traces de sang indiquaient une violence intentionnelle plutôt que des blessures auto-infligées. Ils affirmèrent que Michael avait maîtrisé Suzanne pendant l'agression, l'empêchant de se défendre. En audience, Suzanne démontra même comment elle croyait que Michael avait manipulé la scène, plaçant le couteau dans sa main pour mettre l'incident en scène, puis s'infligeant des blessures superficielles pour étayer l'histoire de l'intrus. Alors que le procès se déroulait, la salle d'audience devint le théâtre d'un affrontement entre récits concurrents. Les avocats de Suzanne la dépeignirent comme une survivante de violences conjugales calculées, tandis que la défense de Michael le peignait comme un homme désespéré, pris au piège d'un mariage toxique. Pourtant, à mesure que l'enquête se approfondissait, des vérités plus sombres sur la vie de Michael émergèrent. Des preuves révélèrent qu'il s'était détaché émotionnellement du mariage depuis des années, malgré ses affirmations de tentative de réparation. Un examen plus poussé mit au jour des archives montrant que Michael s'était inscrit sur plusieurs sites de rencontres, cherchant des liens avec des femmes plus jeunes et planifiant discrètement un avenir sans Suzanne. L'équipe juridique de Suzanne exploita ces preuves, arguant que Michael avait été malhonnête depuis le début. Ils suggérèrent que l'attaque aurait pu être préméditée, une tentative délibérée d'éliminer Suzanne de sa vie sans subir les conséquences financières d'un divorce. Les procureurs soutinrent que les actions de Michael, de l'effacement des vidéos à l'invention de l'histoire de l'intrus, étaient des manœuvres calculées pour construire un alibi et éviter les répercussions légales et financières. Le procès captiva le pays, devenant l'une des affaires les plus commentées de mémoire récente. Les jurés écoutèrent attentivement, leur visage impassible alors que les témoignages d'avocats, de témoins et d'experts s'enchaînaient. Chaque déclaration fut disséquée. Chaque détail fut pesé. Lorsqu'il fut temps de rendre un verdict, le jury ne prit que 4 heures. Michael Roichaud, homme d'affaires de 63 ans autrefois célébré pour son succès et son sang-froid, fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont tentative d'homicide involontaire, falsification de preuves, omission de porter secours et intimidation de témoins. La sentence fut à la fois rapide et sévère. En décembre 2019, Michael fut condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Il semblait que le chapitre sombre de cette saga était clos. Pourtant, l'histoire ne se termina pas tout à fait là. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles, même derrière les barreaux, Michael n'était pas prêt à lâcher prise. Il aurait, selon ses allégations, tenté de recruter quelqu'un pour s'en prendre à Suzanne, une suggestion glaçante qu'il aurait comploté contre elle depuis sa cellule. Bien que ces allégations aient suscité l'indignation publique et déclenché une enquête policière, les preuves furent insuffisantes pour déposer de nouvelles charges. Néanmoins, les murmures de sa malveillance persistante ternirent davantage la réputation déjà néfaste de Michael. Pendant ce temps, Suzanne se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elle demanda discrètement le divorce après l'arrestation de Michael et évita les projecteurs des médias, ne donnant aucune interview ni déclaration publique, déterminée à avancer à ses propres conditions. Mais un point restait en suspens,
leur manoir, autrefois symbole d'amour puis décor de leur cauchemar, était devenu l'enjeu d'une bataille juridique acharnée. Pour Suzanne, la lutte pour la maison n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait de reconquérir son indépendance et de laisser les horreurs de son passé derrière elle. Elle était déterminée à obtenir sa part légitime, tandis que Michael, même depuis sa prison, manœuvrait par l'intermédiaire de ses avocats pour contrecarrer ses efforts à chaque tournant. Finalement, Suzanne gagna son droit sur la propriété. Pourtant, la victoire avait un prix lourd. Le manoir, avec ses sols étincelants et ses intérieurs luxueux, portait encore les stigmates de cette nuit fatidique. Il restait un rappel constant de sa souffrance. Le sang qu'elle avait versé, la peur qu'elle avait endurée, et la trahison qui avait bouleversé sa vie. Était-ce une fin heureuse pour Suzanne? Pas complètement. Elle avait survécu et gagné ses batailles juridiques, mais le prix qu'elle avait payé était immense. Sa vie ne serait plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme une conversation tendue autour d'un dîner avait dégénéré en une épreuve sanglante, se concluant avec son mari derrière les barreaux, et un long et difficile chemin vers la guérison. Quant à Michael, l'homme qui autrefois jouissait de la richesse, de l'influence et de l'admiration, il passe désormais ses jours confiné dans une cellule nue, privé de sa fortune, de son contrôle et du respect qu'il commandait autrefois. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez attentifs, restez vigilants.